prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable qui se consomme comme un jus de fruits. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 17e numéro de Jus de Ciné consacré à la deuxième moitié du mois de mars 2021. Je suis tout seul pour ce numéro. Marie sera avec moi pour le prochain numéro avec évidemment un nouveau vice versa. Donc ça sera pour le 18e Jus de Ciné. Pour ce numéro 17, le sommaire des actus évidemment. Une sortie de 2021 avec La Mission, des films d'avant 2021 aussi, avec Millennium, Rec 3, Misery ou encore La Planète Sauvage. Encore une fois, vaste programme. Et juste avant de commencer véritablement, bon, c'est la deuxième fois que j'enregistre ce numéro de Jus de Ciné. Le premier enregistrement a totalement planté. Je m'étais trompé de source d'entrée, donc c'était pas mon micro, donc c'était dégueulasse. Donc je suis obligé de tout refaire, ce qui me fait chier, mais bon, bah, pas trop le choix. Du coup, voilà, si jamais vous me sentez un peu désabusé, et parfois si vous sentez que je rush un peu trop, c'est parce que j'en ai marre, parce que ça me fait vraiment beaucoup chier de le refaire une deuxième fois, mais bon, pas trop le choix, je fais ça pour vous. Bref, voici donc les actus. Les actus, pas trouvé grand chose, mais je vais quand même parler de hélas, 2 décès que je trouve assez marquants. Tout d'abord, le 17 mars dernier nous a quitté Jack Franz, qui est un acteur de doublage, notamment, qui était connu pour être le doubleur, on peut dire attitré, hein, parce que je crois qu'il l'a doublé quasiment dans tous ses films, Robert De Niro. Le grand Robert De Niro, il y avait aussi John Goodman qui l'a beaucoup doublé. Et moi j'ai un souvenir particulier avec lui, c'était la voix de Sully dans Monstres et compagnie, qui est un film que j'aime énormément, pour rester dans l'euphémisme. Et voilà, donc il avait cette voix si particulière. Il avait aussi joué dans quelques films, hein, il avait joué... Je me rappelle d'un film dans lequel il a joué, c'était Contre-enquête avec Jean Dujardin. Il jouait le commissaire, me semble-t-il. Donc voilà, donc c'était un acteur qui avait un physique, qui avait une voix... assez reconnaissable et particulièrement puissante, ça allait parfaitement à De Niro et puis à d'autres rôles qu'il a pu faire. Donc voilà, grand monsieur du doublage qui nous quitte. Un autre grand monsieur, c'est Bertrand Tavernier qui est décédé lui le 25 mars dernier, excusez-moi. Donc lui qui était un grand réalisateur français, notamment connu pour des films comme Le Juge et l'Assassin, Coup de Torchon, Capitaine Conan, qu'est-ce qu'il avait réalisé aussi un autre truc. Attendez, je vérifie. Je pensais que j'avais tout en tête et hélas non. Qu'est-ce qu'il avait réalisé aussi? Il avait aussi fait un film américain avec Dans la bombe électrique. Il avait réalisé La princesse de Montpensier, Quai d'Orsay. C'était son dernier film. Il y avait aussi L'horloger de Saint-Paul, Que la fête commence, et bien d'autres. Donc grand metteur en scène français, tellement grand qu'il a été salué suite à son décès par Martin Scorsese. Ce qui est quand même pas rien. La grande classe. Donc ouais, grand metteur en scène, et je reconnais, bon je vais pas non plus faire le connaisseur, mais je reconnais que je n'avais vu qu'un seul film de lui jusqu'alors, c'était Le Juge et l'Assassin, pardon, qui est un film que j'avais bien aimé, donc avec Philippe Noiret et Michel Galabru. Philippe Noiret d'ailleurs qui je pense, j'ai l'impression est un peu son acteur fétiche, hein, parce qu'il apparaît dans beaucoup de ses films. Je crois aussi qu'il y a Isabelle Huppert aussi avec qui il a beaucoup tourné. Donc voilà, grande tristesse du départ de ce monsieur qui a participé à montrer toute la grandeur du cinéma français d'hier et d'aujourd'hui. Et enfin, dernière news par rapport à la fermeture du cinéma, parce que oui, ça des connaissait fermé. Du coup, à l'heure où je vous parle, on espère une réouverture à mi-mai, hein. Manu l'a dit, donc, let's go, hein. On va espérer. En tout cas, voilà, la fermeture des cinémas, depuis déjà de longs mois, va malheureusement créer un embouteillage énorme. D'ailleurs, c'est en train de se faire en ce moment même, cet embouteillage, qui risque d'être extrêmement handicapant pour quand ça réouvrira. En fait, quand je dis un embouteillage, c'est qu'il y a beaucoup de films qui doivent sortir, en fait. Il y a vraiment beaucoup de films qui doivent sortir. On parle de 400 films qui sont prêts à être envoyés dans les salles. Et le problème, c'est que ça va être extrêmement compliqué de tout répartir sur les semaines et mois à venir. Parce que il y a tout un processus, machin, pour essayer de pas envoyer tous les films qui peuvent rassembler du public en même temps. Il faut quand même rappeler que tous les gens ne vont pas au cinéma tous les jours, même toutes les semaines. Je crois que la moyenne en France est 2 films par mois à peu près, ce qui est pas mal déjà, hein, mais voilà. Du coup, les gens qui vont passer souvent vont privilégier les films grand public, les blockbusters ou les comédies populaires. Donc voilà, et donc l'idée c'est de pas balancer tous ces films-là en même temps
voilà, pour éviter qu'ils se parasitent les entrées, pardon, entre eux, ces films-là. Et donc du coup, bah, il se pourrait bien qu'il y ait des films qui ne passent pas par la case cinéma, pardon. On a déjà eu quelques exemples pendant la pandémie avec Forte, par exemple, qui avait été balancé sur Amazon Prime. Très récemment, on a eu Madame Claude, le dernier film avec Garance Marellier, qui a été balancé sur Netflix, qui était prévu pour la salle notamment, et d'autres films donc, qui pourraient arriver directement sur les plateformes de SVOD. D'autant qu'en plus, le CIC vient de dire qu'il n'y aura pas, parce que normalement, pour éviter que ton film passe par la case ciné et donc soit soumis à la chronologie des médias, que je vais rappeler tout à l'heure, du coup, bah voilà, normalement ils devaient payer une taxe supplémentaire apparemment pour être directement balancé sur une plateforme de SVOD. Apparemment ils vont enlever cette taxe, alors je sais pas si ça va être permanent ou provisoire, mais en tout cas voilà. Ce qui fait qu'il y a pas mal de films où ça sera peut-être plus simple de directement les balancer sur Netflix ou sur Amazon Prime. Ce qui est dommage, parce que bon, bah les salles de cinéma auront besoin de films, hein, bien sûr, pour que les gens y retournent. Mais après voilà, apparemment on pourra pas tout sortir en salle, donc bon, il faudra faire des choix. En espérant qu'ils choisiront, c'est terrible de dire ça, mais des films qui, bon, bah, sont un peu moins intéressants. C'est horrible de dire ça, mais bon, bah, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, et donc la chronologie immédiate, pour rappel, donc une fois que ton film sort en salle, il suit le parcours suivant, et c'est obligatoire. Au bout de 6 mois après l'exploitation en salle, il peut être disponible en DVD, Blu-ray surtout VOD, pas SVOD, VOD, donc genre tu loues le film pour 3-4 balles. Ensuite, au bout d'un an, il est disponible sur Canal+, qui a donc une exclusivité sur les films très récents. C'est eux qui ont les films en premier, c'est eux qui diffusent en premier à la télé des films très récents. En contrepartie, Canal+ reverse beaucoup d'argent dans le cinéma français et même européen, enfin ils coproduisent plein de films, etc. Au bout de 2 ans, ils peuvent passer à la télé, TNT et tout ça, et au bout de 3 ans, ils peuvent être disponibles sur une plateforme de SVOD, et c'est pour ça que notamment, par exemple, Avengers Endgame n'est pas sur Disney+, parce que ça fait pas encore 3 ans qu'il est sorti en salle. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, ça fonctionne comme ça, et c'est grâce à ça, c'est grâce à ce système, malgré tout, qu'on a, je pense, une espèce d'exception française par rapport au nombre de films qu'on peut avoir, que ce soit français ou européen. On a une grande diversité dans ce qui nous est proposé, notamment dans les films indépendants, et c'est très important de garder ça pour que notre culture rayonne partout dans le monde. Voilà. Bon voilà, les news étaient pas très drôles, on va pas se mentir. Donc bon, passons au film. On va parler d'une sortie de 2021, c'est la deuxième fois que je fais ça depuis le début de l'année. C'est vrai que je vois très peu de films récents en ce moment, en même temps voir des films chez soi, bon je commence à en avoir un peu marre, et ouais, j'avoue que je privilégie peut-être plus des films un peu plus vieux, trop grosses guillemets, vieux. C'est vrai que moi, des films qui viennent de sortir directement sur les plateformes de SVOD, en général, je me précipite pas dessus, c'est assez rare. Bref, mais là, je l'ai fait pour La Mission, le dernier film réalisé par Paul Greengrass, pardon pour la prononciation, mettant en scène notamment Jason Bourne, alors des volets 2 et 3 de Jason Bourne, donc notamment connu pour des films d'action. Et donc là, qui nous arrive avec un western moderne, avec notamment Tom Hanks, qui raconte l'histoire d'un homme, en fait, qui en gros est chargé de lire les journaux, de propager les informations de partout, dans tous les villages où il passe. Donc c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Et il va être contraint de ramener une jeune fille chez elle, jeune fille qui est traquée et... voilà, qui est un peu poursuivi, tout ça, etc. C'est un film sympathique à suivre, mais très déjà vu, et qui manque de surprise. Ça n'empêche pas que les acteurs sont excellents, et ça n'empêche pas que c'est correctement filmé, là où pour le coup, la surprise, ça vient de la mise en scène. Là, parce que Paul Greengrass est habitué à avoir une caméra qui est souvent très tremblante, il y a beaucoup de steadicam chez lui, notamment souvent on leur reproche que sa mise en scène est assez illisible, notamment pour les scènes d'action, c'est souvent très cuté, c'est souvent ça bouge beaucoup, bon ça peut être voilà, donc bon c'est pas forcément ultra agréable, mais là où c'est surprenant, c'est qu'il y a la mise en scène assez posée. La mise en scène est plus classique, disons, mais au moins elle a le mérite d'être assez lisible, d'être plutôt correct, quoi, plutôt correct. Mais c'est vrai que du coup, malheureusement, en faisant ça, quand même, il perd un petit peu sa personnalité, et du coup le film devient encore plus banal, même vis-à-vis de la mise en scène. Mais donc voilà, enfin l'ensemble reste un peu trop classique, un peu déjà vu. Enfin voilà, l'histoire d'un gars qui doit ramener une jeune fille, au début ils sont un peu hostiles, et puis après finalement ils s'apprivoisent. J'ai déjà vu ça dans Logan, dans The Last of Us aussi, pour parler de jeux vidéo, donc bon. Et j'ai regardé parce que le film était nommé aux Oscars.
C'est un des rares films qu'on peut voir légalement ici en France parmi les multinommés. Donc c'est pour ça que j'ai regardé, bien sûr en vue des futures prédictions que je ferai pour ces Oscars. Et c'est vrai que du coup je suis assez surpris que le film soit nommé pour les Oscars parce que sans être mauvais, c'est pas non plus un grand film quoi. Voilà. À voir. Je pense pas qu'il gardera quelque chose, mais à voir. Voilà pour la sortie de 2021. On passe au film d'avant 2021 et on commence avec Millennium, le film réalisé par Niels Harder Oplev. Donc pas le film de David Fincher, mais la première adaptation donc suédoise. Qui était sortie un petit peu avant, avec Noomi Rapace dans le rôle de la fameuse Lisbeth Salander, donc adaptation du livre culte de Stieg Larsson, qui s'appelait, je crois que c'était Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, je crois que c'était ça le sous-titre du truc, en français en tout cas. Alors, donc film que j'ai regardé, parce que par contre le film de Fincher, donc l'adaptation de Millennium par Fincher, est dans le top 55, dans le classement des 55 films qui ont dépassé le million d'entrées au box-office français 2012. Je rappelle que je dois tous les voir pour avoir un badge Sens Critique. Ça fait déjà un long moment que je suis un peu là-dessus. Et donc là, le film de Fincher est 49ème du classement. Et donc j'ai voulu voir avant la trilogie suédoise, avant de regarder ce film de Fincher. Donc, et au moins, déjà voilà. Donc je commence avec ce premier film suédois que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un thriller très bien mené et passionnant. Le duo principal est parfaitement interprété et attachant. La mise en scène, alors je pense pas elle vale celle de Fincher, mais je la trouve tout à fait correcte, même plus que ça. Je trouve que c'est bien réalisé, il y a quelques bonnes idées et c'est franchement... non, c'est très bien réalisé, il y a de jolis plans, tout ça. Et puis il y a une ambiance surtout très anxiogène, hein. C'est un film qui est assez dur, hein, et où il se passe des choses vraiment pas drôles dedans. Et je trouve que c'est très bien rendu. Le seul défaut que je trouverais, c'est peut-être le dernier quart d'heure, qui est un petit peu long, c'est un peu mal à conclure, mais sinon, mis à part ça, c'est un très très bon film que j'ai beaucoup aimé. Donc très curieux de voir les suites, et bien sûr le film de Fincher, et je vous en parlerai évidemment dans les prochains numéros de Jus de Ciné. Le prochain film c'est Rec 3 Genesis, réalisé par Paco Plaza, donc troisième volet de la saga Rec. Alors pour vous remettre dans le contexte, Rec, premier du nom, donc réalisé par Paco Plaza et Romé Balaguerro, donc sorti au début des années 2000, c'était un film qui avait un peu révolutionné, qui a un petit peu, comment dire, pas révolutionné, mais en tout cas qui avait un petit peu redonné ses lettres de noblesse au found footage dans le cinéma d'horreur, le concept d'image retrouvée, donc où c'est un film entièrement filmé avec une caméra à la main, disons. On suivait une journaliste dans le film qui était piégée dans un immeuble avec des infectés. C'était ça donc le premier Rec, et c'était un excellent film. Il avait un petit peu redoré le blason du cinéma d'horreur espagnol. Il y a eu une suite, Rec 2, qui a été toujours réalisée par Paco Plaza et Romé Balaguerro, que j'avais trouvé sympathique mais bien inférieur au premier, notamment à cause de révélations qui étaient très décevantes. Et que je trouvais totalement incohérente avec le premier film. Il y avait quand même quelques idées de mise en scène, il y avait une volonté un petit peu de renouveler le concept de caméra à la main avec une multiplicité des points de vue qui était plutôt intéressante. Et donc ce Rec 3, donc réalisé par Paco Plaza tout seul, qui se veut être un peu le film, un espèce de prequel qui se passe un tout petit peu avant les événements des deux premiers films, et qui donc prétend vouloir nous raconter les origines du virus. Spoiler, ça le fait pas, ou alors j'ai mal regardé. Et hélas, avec ce troisième film, la dégringolade continue. On dirait une parodie de premier film, mais en mal fait. C'est vrai que c'est un film qui vraiment essaie de faire de l'humour, essaye vraiment de... Enfin, il a un ton qui marche pas en fait. C'est le film, c'est un peu limite, le film fait trop peur pour faire rire et fait trop rire pour faire peur. Tu vois, c'est un petit peu ce truc-là. Et encore, enfin, cherche à faire rire plutôt, parce que je trouve ça vraiment pas drôle du tout. Et pourtant, ça commence plutôt pas mal, parce que le film, du coup, donc au début du film, on suit un mariage, et donc on a toujours ce principe de caméra portée, etc. Donc c'est genre deux mecs qui vont filmer un peu la cérémonie. Ça va partir en couille assez vite. Et une fois passé la première scène d'action, entre grosses guillemets, donc on va avoir l'apparition du titre, et d'un seul coup, boum, on passe à une mise en scène classique. C'est-à-dire que la caméra portée est abandonné, purement et simplement. Ce qui, sur le moment, j'étais en mode « Ah, c'est pas une mauvaise idée, ça prend un peu à contre-pied ce qu'on pouvait penser, donc c'est cool. » Mais d'un autre côté, après, quand tu réfléchis 2 secondes, tu te dis bah, « En fait, non, c'est une mauvaise idée, parce que du coup, ça annule toute tension et toute immersion, et du coup, on n'est plus dedans, en fait. On n'est plus dedans, tout le principe de règle, c'était de nous faire peur avec ça, avec ce procédé de caméra subjective, et là, du coup, ça marche plus du tout. En plus, Paco Plaza n'est pas un très bon metteur en scène, je vais pas vous mentir, la mise en scène est assez banale, donc, ça fait pas peur. En plus, il y a vraiment un manque de budget
évident, ça se voit à des kilomètres. Là au moins le footage je pouvais un peu camoufler ça, là vraiment tu vois que les effets spéciaux sont pas terribles du tout. En plus les acteurs sont assez médiocres, les personnages sont assez fades et inintéressants, et puis donc les tentatives d'humour sont affligeantes. Reste que les 5 dernières minutes rattrapent un peu le coup. Il y a 2-3 petites idées dans la 5 dernières minutes et bon bah la fin est assez fataliste et ça va être plutôt cool à voir. Mais c'est trop tard, juste avant on a subi une heure assez insupportable. Parce que bon, le film a mérite d'être court mais quand même tu vas passer le temps, donc c'est dommage en fait. Et en plus voilà, effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en tant que prequel, on apprend rien de plus, donc l'intérêt du film est je trouve assez limité. Donc à voir pour le 4 qui est lui réalisé par Romain Balaguerro tout seul. Donc qui lui est la suite des 2 premiers films, enfin du coup des 3 premiers. On retrouve le personnage d'Angela Vidal qui était dans le premier film. Donc à voir ce 4e film, mais je suis pas très confiant. Et donc Rec est un peu l'exemple typique d'une saga qui n'aurait pas dû en être une. Voilà. Le prochain film c'est Misery, réalisé par Rob Reiner, sorti en 1990. Et du coup j'ai oublié de le dire, Rec 3 c'était sorti en 2012. Voilà. Misery donc réalisé par Rob Reiner, sorti en 1990. Adaptation d'un roman de Stephen King, qui raconte donc l'histoire d'un auteur assez célèbre qui va avoir un accident. Il va être secouru par une femme qui s'avère être sa plus grande fan, mais fan disons trop fan, on va dire ça, à peu près, sans trop en dire. C'est un film que j'ai trouvé excellent. C'est un thriller, encore une fois, efficace, glaçant et captivant. Le duo d'acteurs est impeccable, donc James Caan et surtout Kathy Bates, donc qui joue la fanatique, qui est juste extraordinaire. Vraiment, la capacité en une fraction de seconde à passer de quelqu'un qui semble attachante, qui semble bienveillante et tout ça, à quelqu'un de particulièrement effrayant, où vraiment t'as pas envie de la croiser, et c'est très impressionnant à voir. Vraiment c'est une actrice formidable et elle est juste excellente dans le film. Et puis voilà, puis les personnages sont creusés et intéressants, c'est vraiment bien réalisé, il y a beaucoup de bonnes idées, et puis il y a une vraie mise en abîme, parce qu'il y a toute une réflexion sur le travail de scénariste, sur le travail d'auteur, et où justement les fans qui n'acceptent pas des décisions d'auteur, il y a tout un truc du film comme ça que j'ai trouvé très intéressant, qui m'a un peu fait penser à des polémiques récentes où les fans voulaient genre réécrire des scénarios parce qu'ils aimaient pas, genre Star Wars 8 ou la dernière saison de Game of Thrones. Ça fait un peu penser à ça, donc le film est un peu visionnaire sur ce point de vue-là, sur les trop fanatiques qui n'acceptent pas un moindre changement dans ce qu'ils aiment. Donc j'ai trouvé ça vraiment très bien. Bon, si je peux reprocher un petit truc, ça reste un peu grand public. Disons que le film ne va jamais très très loin dans vraiment... ça aurait pu être plus percutant, enfin voilà, mais c'est assez génial à regarder. Enfin non, voilà, c'est tout, voilà, c'est juste très très bien. Voilà, mais c'est pas un film qui va forcément vous secouer complètement, à part peut-être Kathy Bates, mais sinon à part ça c'est pas un film non plus qui va vous retourner ou vous traumatiser. Et enfin le dernier film c'est La Planète Sauvage, réalisé par René Laloux, sorti en 1973, qui est donc, écoutez bien là parce que je ne déconne pas, un film d'animation français de science-fiction. Oui, rien que vous dire déjà ce que c'est déjà un OVNI, donc un objet filmique non identifié. Et déjà le projet du film est un OVNI, mais surtout le film en lui-même est un OVNI lui-même, puisque c'est un film extrêmement particulier et très déconcertant. Et c'est vrai que c'est un petit peu une espèce d'exception dans le cinéma d'animation français. Et déjà ce que je peux dire, c'est que j'ai été assez rebuté par le style d'animation, que je trouve hélas très mal vieilli. C'est vrai que vraiment, alors je sais pas du tout comment ça a été fait, mais c'est vraiment, c'est des images animées, mais tu sens que, en fait, c'est des images fixes qui font bouger en fait, et pas l'inverse, tu vois. C'est vrai que vraiment, c'est pas, je saurais pas trop comment l'expliquer, mais ça a mal vieilli. Je peux pas, voilà, ça a mal vieilli, hélas. Vraiment, donc, faut s'accrocher au début, faut vraiment accepter le délire. C'est vrai que moi au début, j'étais vraiment en mode, mais ça rame, ça bug, mais en fait non, le film est vraiment comme ça. Donc il faut comment dire, il faut passer ça, il faut passer cette étape, mais après une fois qu'on la passe, on arrive quand même à un film qui est extrêmement intéressant, qui regorge d'idées visuelles et qui a un univers assez fascinant. Il y a tellement d'idées et surtout dans le scénario, enfin vraiment c'est un film qui raconte énormément de choses très pertinentes sur notre société et il y a pas mal de thématiques abordées qui sont assez modernes, assez étonnamment. Et puis la musique aussi du film qui est assez particulière, qui est très psychédélique et qui rappelle un petit peu les débuts de Pink Floyd. Ça m'a un peu fait penser à ça personnellement, la musique. Donc j'étais malgré tout plutôt charmé, même si effectivement j'ai quand même été assez rebuté
c'est vraiment compliqué de vraiment s'investir à fond dedans. Voilà, faut être prêt. Le film a le mérite de durer qu'1 h 10, donc ça va. Je pense que plus aurait vraiment été très peu digeste. En 1 h 10, ça va. Le film, du coup, ne s'embarque pas dans des sous-intrigues pas intéressantes, machin. Le film va assez à l'essentiel, et délivre tout son message, tout ça, avec pas mal de force et pas mal de pertinence. Donc voilà, c'est une expérience assez déconcertante, mais que je vous recommande tout de même, parce que ne serait-ce que pour vraiment l'audace du projet, et même, j'ai envie de dire, l'improbabilité du truc, etc. C'est à voir. C'est à voir, et malgré tout, il y a beaucoup de... Enfin, visuellement, c'est assez... à part le style d'animation, enfin, ce qui nous est montré quand même, tout l'univers qui est développé, est quand même assez fascinant. Voilà, donc, c'est la fin de ce jeu de ciné, chers amis. Merci de l'avoir suivi encore une fois. On se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour le prochain jeu de ciné avec Marie. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Prenez soin de vous, voyez des films. À la prochaine, salut!